Nous allons accueillir aujourd'hui Karine Favier. Alors, bonjour Karine. Alors Karine est médecin en maladies infectieuses et coordinatrice nationale du programme Genre et santé sexuelle du planning familial. Et elle va traiter aujourd'hui, ce soir, cette question au cœur de notre sujet habituel. L'éducation et l'appropriation sont-ils au cœur des processus d'émancipation ? Notre cycle est donc en partenariat avec la Fondation Paris Diderot et le laboratoire Vivelscare, ainsi que nous avons ce soir la présence de la revue Sexualité humaine avec son nouveau numéro sur le handicap, qui est issu de la journée de la chaire que nous avons faite sur le handicap en septembre 2017. Antonio Gerbaz étant retenu, c'est donc Thierry Troussier qui va animer cette conférence et je vais lui passer la parole. Merci Joël. Eh bien, avant de présenter plus à fond le choix que nous avons eu de Karine Favier pour ce terme d'émancipation, et ce n'est pas rien de parler d'émancipation, à une époque où on a eu des problèmes de harcèlement, de dénonciation, l'affaire Weinstein, et puis maintenant MeToo, et tout ce que l'on peut parler autour de cela. Alors, je vous rappelle que ces conférences, et plus particulièrement celle-là, s'inscrivent dans les objectifs du développement durable, et bien évidemment, la notion d'égalité entre les sexes est certes indispensable, mais bien insuffisante pour parler d'émancipation et de réel respect et réciprocité entre la femme et les hommes. Mais c'est vraiment ce défi qu'il faut relever. Et ce défi, c'est chacun d'entre vous. Ceux qui sont là, mais ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous lire ou nous regarder, puisque globalement, ces conférences sont regardées entre 250 et 500 vues à chaque fois. Donc, ça concerne un certain nombre de personnes qui sont intéressées. Et Karine Favier abordera justement cette notion d'égalité qui est insuffisante, parce qu'une égalité entre hommes-femmes ne retire en point la domination socio-culturelle des siècles et des siècles de l'homme sur la femme, et qui fait que nous avons aujourd'hui les problèmes que nous avons. Je dirais que plus spécialement, et elle abordera aussi l'objectif 17 que vous voyez ici, qui est cette notion de partenariat. Ça vous paraît bizarre comme ça, le partenariat. J'y reviens souvent. Rien ne peut se faire sans une solidarité des peuples, sans que l'on se tienne les coudes ensemble. Et ça, c'est le point le plus important. Ce n'est pas l'objet de la lutte des femmes pour renverser une culture socio-culturelle de pouvoir. C'est les hommes et les femmes, c'est les différents peuples, c'est les différentes cultures. Et c'est seulement cette solidarité qui nous permettra, je l'espère, en 2030, puisque c'est l'objectif, d'arriver, grâce à l'éducation, et c'est pour cela que nous sommes là, à relever ces défis et à préparer de nouvelles générations. Alors, je souhaiterais présenter Karine Favier, plus à même, parce que certes, elle a été coprésidente de nombreuses années et présidente de l'association nationale Le Planning Familial, qui est un mouvement féministe d'éducation populaire, et c'est pour ça qu'elle est là. Alors d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait ? Bien, c'est une militante qui a commencé dès 1973 et se poursuit avec la participation active au sein donc du planning familial, d'abord sur le terrain et avec des activités de consultation au centre de planification. Je vous rappelle qu'elle est médecin, qu'elle est aussi infectiologue, animation en milieu scolaire, formation des personnes relais et autour de la prévention et des risques sexuels. C'est le début des grossesses non désirées, de la prévention des IST et du sida, de la prévention des violences. On voit que déjà à l'époque, alors que l'éducation à la sexualité vient essentiellement d'être implémentée de façon beaucoup plus importante à cause du virus du VIH en 1983, elle commence bien précocement
avant une éducation qui était présentée essentiellement sur la prévention VIH-IST et prévention des grossesses non désirées, et parlait déjà des préventions et des violences. Et nous sommes 10 ans avant l'arrivée, proprement dit, la prise en charge du virus du VIH. Cette activité s'est donc enrichie. Alors, c'est d'autant plus important pour moi que elle est médecin, elle est infectiologue. Donc, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'une infectiologue a à voir là-dedans? Ben, vous voyez, elle n'a pas attendu le virus du VIH pour s'engager à ce niveau-là. Et c'est vraiment ce que nous avons apprécié tout au long de ces nombreuses années avec elle et les différentes personnes qui travaillent avec elle, parce que la solidarité, elle la pratique au quotidien. Cette activité s'est donc enrichie avec la coordination depuis 1998 du Programme national de réduction des risques sexuels en direction des femmes, devenu Genre et santé sexuelle depuis 2014. Elle est membre du Bureau national de 2000 à 2008, responsable jusqu'en 2008 de la Commission nationale du sida du planning familial. L'engagement au niveau national se poursuit par l'élection à la présidence de l'association de 2009, puis par la coprésidence jusqu'en 2016. Parallèlement à son engagement associatif, son implication dans une activité professionnelle de médecin, comme je vous l'ai dit, après une expérience en cancérologie, en médecine générale, en maladies infectieuses depuis 1992, avec une activité de soins auprès des personnes séropositives du VIH, une activité de coordination, notamment du Corivit, sa région, entre les acteurs de la ville et l'hôpital, entre les soignants, les associations. Enfin, vous comprenez que cette double approche, à la fois médicale, qu'elle a su démédicaliser dans le cadre de la lutte sur l'émancipation des femmes dans le cadre d'un mouvement populaire appelé le planning familial, eh bien c'est mené de front ces 40 dernières années. Voilà. Karine, je vais donc te laisser introduire tes propos, te poser des questions que tu as préparées déjà, donc ça te permettra de souffler entre-temps. Et eh bien, écoute, nous sommes là et nous t'écoutons. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence, physique ou virtuelle, mais tout le monde est bienvenu. Oui, en fait, je suis un petit peu une santé sexuelle à moi toute seule parce que je suis en fait traversée par les questions, effectivement, les multiples questions de la santé sexuelle, puisqu'on sait que, et on partage ici, je pense, cette approche globale de la santé sexuelle. Je voulais juste vous montrer une petite vidéo qui est partagée avec les jeunes sur... Parce que quand on dit santé sexuelle, à part les experts, personne ne sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, quand on évoque le bien-être physique d'une personne, on peut parler de santé sexuelle. Mais au fait, c'est quoi la santé sexuelle ? En 2002, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Dans la santé sexuelle, l'épanouissement et le plaisir sont des notions clés. Et pourtant, il y a encore trop de freins à cette santé. Les violences faites aux femmes, les IST, les discriminations liées à son identité sexuelle. En fait, l'important est de se réapproprier notre corps et le contexte dans lequel nous évoluons, afin de pouvoir agir sur les mécanismes qui nous construisent et alors favoriser une bonne santé sexuelle pour nous et pour les autres. Au planning, on milite pour que les femmes et les hommes retrouvent cette maîtrise de leur corps et puissent s'épanouir pleinement. Parce que vivre sa sexualité dans la bienveillance de la société, c'est pouvoir profiter de son corps et de son identité. C'est pourquoi depuis des années, le planning familial a mis en place le programme Genre et santé sexuelle, pour que, entre autres, les femmes aient les informations sur la santé sexuelle qu'elles désirent.
En fait, l'idée est effectivement de se mettre d'accord sur cette approche globale de la santé sexuelle qui inclut effectivement, comme le propose en particulier l'Organisation mondiale de la santé, une approche très globale qui tient aussi au bien-être, aussi bien qu'aux aspects médicaux, qui tient aux aspects psychologiques, sociaux, à la question des droits, à la question de la lutte contre les violences. Donc cette approche, c'est important de se mettre d'accord sur de quoi on parle. Juste quelques mots sur le programme que Thierry Troussier a évoqué, Genre et santé sexuelle. C'est un programme qui est basé sur une approche globale, qui part des besoins des personnes, qui dépasse les objectifs de santé publique. On n'est pas sur de la santé reproductive, du VIH ou simplement de l'information, mais sur une approche globale qui aborde toutes les thématiques à partir du vécu des personnes, avec une volonté d'une dynamique à tous les niveaux de la participation des personnes, pendant et après. C'est des formations de professionnels, c'est des formations de personnes ressources qui sont des personnes qui ont participé à des groupes de parole et qui se disent « j'ai appris trop de choses, je veux les partager ». Donc qui font elles-mêmes une formation pour après développer des initiatives. Et on reviendra un peu sur ce qu'elles en disent et comment elles voient les choses. Mais vous avez vu dans le titre, émancipation, ça veut dire quoi? On s'émancipe de quoi, avec qui et comment? Et je crois que c'est important quand même de se préciser les idées. L'émancipation, elle peut être individuelle ou collective. Les mouvements sociaux, les mouvements des femmes, les mouvements pour la libération de la sexualité des années 68, etc., étaient des mouvements collectifs. Mais il y a aussi l'émancipation individuelle, s'émanciper d'un certain nombre de contraintes. La libération, comme individuelle et collective également, et puis l'émancipation comme critique de l'existence sociale, c'est-à-dire qu'on s'émancipe d'un système et on veut proposer un autre cadre, une autre façon de voir le monde et d'autres possibles. Enfin, l'émancipation qui produit un sujet politique qui s'affranchit des contraintes, des ancrages sociaux. Par exemple, on dit qu'on peut s'émanciper de son assignation de genre ou de son milieu social. On peut prendre de la distance par rapport à ce à quoi on est assigné, à ce que la société nous a attribué comme façon de fonctionner et d'être, à ce que l'on doit remplir comme tâche. Eh bien, on peut s'en affranchir individuellement, par une démarche, par une action, mais aussi collectivement, par les mouvements collectifs, les mouvements associatifs, les mouvements politiques, les mouvements de pensée. Voilà. Donc je crois que c'est important de voir que, parce qu'après, quand on va travailler concrètement sur le terrain, on va se poser la question, est-ce que les personnes ont les capacités, collectivement ou individuellement, de pouvoir faire du chemin? Comment on va leur permettre de prendre du recul par rapport aux contraintes dans lesquelles elles sont? Quand on voit des jeunes dans les établissements scolaires, dans les classes, et on nous dit, mais là, madame, ça, on ne peut pas parler de ça, ben, on va voir comment on peut en parler pour que tout le monde puisse profiter de l'information et de la discussion. Donc je crois que la question de quelle place on peut laisser à l'évolution individuelle et à l'évolution collective est important de se mettre d'accord sur ces... Voilà. Et on a un but dans l'émancipation. Les sociologues sont plutôt sur la question d'exercer ses droits, donc de proposer des diffusions de procédures critiques pour un regard critique sur la société et aller vers plus de progrès. C'est plutôt une vision sociale et collective du progrès. Mais il y a aussi la dimension développer l'autonomie, la capacité par penser à soi-même. On voit des personnes qui, dans des contraintes extrêmement fortes, sociales ou politiques, arrivent à développer un point de vue, à s'autonomiser, à aller de l'avant. Et puis à critiquer, repenser les catégories qui assignent les individus à un rôle, à une place, une fonction, un statut. Je pense qu'il y a des personnes qui font ce chemin et c'est une autre façon de se positionner. Enfin, l'interdépendance entre l'individuel et le social, c'est-à-dire que effectivement, pourquoi c'était important et pourquoi peut-être je voulais partager ça avec vous, c'est que on peut travailler avec les personnes, essayer de les accompagner pour renforcer leurs compétences, leur autonomie, mais en même temps, si socialement ça bouge pas, ça devient extrêmement difficile. Et parfois, on s'est rendu compte que certaines personnes nous disaient ben voilà, vous nous avez donné plein d'outils pour contester la question des violences, etc. Mais quand on rentre
et en particulier dans les programmes internationaux, quand on rentre, vous ne travaillez pas avec les hommes, et maintenant, nous, on s'en prend plein la tronche, pour dire les choses clairement. Si on ne travaille pas sur l'ensemble de la société, si l'ensemble ne change pas, les outils, la capacité, la volonté de changer qu'on peut donner à des personnes peut se retrouver, les mettre en difficulté face à un contexte social, politique ou environnemental qui est contraire à ce qu'on essaie de développer avec elles. Donc essayez d'être autonome, défendez-vous, l'égalité, vous avez le droit, etc. Et puis quand on rentre à la maison, ben, c'est pas le même discours. Et si en même temps on n'essaie pas de travailler sur l'aspect communautaire, social et politique, eh ben, on peut être un peu coincé dans ce qu'on fait. Donc l'importance individuelle et collective, ça va ensemble. Si c'est que l'IPPF, le planning familial français et dans la fédération de l'IPPF ont énormément œuvré pour arriver à élaborer l'ensemble de ces objectifs 17 qui, comme vient de le dire Karine, c'est impossible d'arriver à une égalité femmes-hommes, une émancipation individuelle ou solidaire, même d'une population, si l'ensemble des objectifs n'est pas atteint. Et c'est vraiment autre chose que d'aborder simplement la philosophie, l'égalité politique, c'est à un autre niveau, ça peut être au niveau de l'émancipation professionnelle, etc. Et on reconnaît le grand travail qu'a fait bien avant 2010 pour les objectifs du millénium, mais que vous avez repris dans les dernières années suite à l'évaluation 2014 du millénium, et vous avez beaucoup œuvré dans le cadre du planning familial et de la PPF. Donc la première question qu'il faut aborder, c'est l'éducation. Eh bien, va-t-elle nous permettre ou accompagne-t-elle ses propres choix et, comme on a vu, sa propre émancipation? Et c'est oui, donc il faut qu'on s'y mette, mais de quelle façon, on le verra après. À toi. Eh bien, ça dépend. Ça dépend comment elle est faite, l'éducation. Parce que les éducateurs ne sont pas extraits de la société posés comme ça et sont traversés aussi par toutes ces contradictions de contestation, mais aussi de participation à ce qu'est la société. Donc, accompagnement au choix. On a tous, en tant qu'éducateurs, l'objectif, en tout cas affiché. Est-ce qu'on y arrive et est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Pas toujours. De rendre autonomes les jeunes dans une perspective émancipatrice, on a vu leur donner les outils. Les aider à construire la future citoyenne, à s'épanouir. Je pense que l'éducation à la sexualité qui a commencé au tout début autour de la prévention des infectieuses ou de la contraception des grossesses non prévues a beaucoup changé, y compris dans le cadre des propositions de l'éducation nationale et beaucoup plus sur une approche globale et de développement des personnes. Mais faire des choix éclairés, dans le respect de soi et d'autrui, ayant les outils pour se protéger contre les IST, le VIH et les grossesses non prévues. On a vu qu'il y a du travail. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête qu'a faite SIDAction sur les connaissances des jeunes sur la question de la transmission du VIH. On a failli tomber de la chaise quand on a, comme moi, depuis 91, un service de maladies infectieuses. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et je travaille pour un projet avec des jeunes là, sur des établissements scolaires à Montpellier, là où je travaille, et qui sont venus me voir l'autre jour et qui m'ont dit « Madame, on a fait un questionnaire pour nos collègues. Oh, mais ils ont répondu, ils confondent tout, ils connaissent rien, c'est affolant, on est complètement catastrophé. » Donc je crois que l'autonomie, c'est aussi avoir les informations et les bonnes informations, parce qu'on peut se faire un point de vue autonome et avoir son propre point de vue quand on a les informations et les bonnes informations. Et on peut regretter qu'aujourd'hui, ça soit largement insuffisant. On le voit rien qu'avec les enquêtes pour voir le recul qu'on a constaté sur les connaissances. Mais éduquer, tout le monde l'écrit, c'est pas si simple. Respecter la liberté de choix. Ça veut dire que quand on a des personnes, des jeunes dans l'éducation à la sexualité, mais l'éducation à la sexualité, elle devrait être pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes en milieu scolaire, on a quand même souvent une posture, on vient accompagner, travailler avec les personnes, mais on a des savoirs. Et c'est pas si facile que ça en situation de se dire que l'autre en face a aussi un savoir, le savoir de sa vie, de son expérience, de son parcours, et que c'est cette alliance entre les savoirs qui va permettre d'avancer. Théoriquement, comme ça, je vous le dis, vous me dites « Ah oui, c'est très bien », mais en situation, accepter que quelqu'un qui n'a pas forcément le savoir professionnel
vous disent que lui, il a décidé qu'il va prendre des risques parce que le risque de perdre la personne à laquelle il tient le plus au monde parce qu'il va se protéger est quand même bien plus grave de perdre quelqu'un que de se protéger d'attraper le sida. Et là, vous êtes un peu contrarié, surtout quand vous travaillez en maladie infectieuse, par cette posture, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut accepter que les personnes ont leur savoir et ont leur façon de voir ce qui est bon pour eux. Mais c'est un travail sur soi et c'est un travail que l'on fait rarement avec les éducateurs et avec les intervenants. C'est-à-dire qu'on apprend, quand on fait du travail de prévention, à effectivement expliquer, à faire participer, etc. Mais à accepter que les personnes aient des points de vue différents, qui s'exposent, et l'accepter, je vous le dis, c'est important, mais ce n'est pas si facile que ça. L'autre point que je voulais souligner sur la façon d'intervenir, c'est développer des espaces d'échange et de controverse pour faciliter l'appropriation des informations. Les points de vue peuvent-ils s'exprimer en toute liberté? Je pense qu'on l'a vu sur d'autres sujets, on l'a vu quand il y a eu les problèmes de radicalisation, il y a eu des débats, il y a eu des propos racistes, etc. Et il y a des discussions avec des enseignants qui me disaient « Ah non, mais moi, je peux pas, je suis contre le racisme, je ne peux pas tolérer que dans ma classe, il y ait des personnes qui tiennent des propos racistes, c'est interdit par la loi, etc. » Oui, d'accord. Mais les propos, ils existent. Si on ne travaille pas avec, si on ne les laisse pas s'exprimer à un endroit où il y a un adulte, justement, qui peut accompagner et qui peut travailler cette question, comme des propos homophobes. Moi, je travaillais avec des jeunes dans un cadre d'un projet avec le conseil régional et on était dans des regroupements des jeunes, là, qui sont des parlements des jeunes au niveau de la région. Et il y a une fille comme ça qui dit, on discutait de la santé sexuelle, ça, elle dit « Ah moi non, mais moi, les homos, ça me dégoûte. » Et il y a un petit jeune, pas plus haut que 3 pommes, qui lui dit « Ah ben si tu crois qu'ils ont choisi, parce qu'avec tous les emmerdes que ça leur apporte, je suis sûre que si c'était un choix, que c'était pas comme ça qu'ils étaient, je suis sûre qu'ils n'auraient pas choisi ça. » Et le débat est parti, et l'expression d'un point de vue qui normalement était effectivement contraire à l'éthique et à la loi, a permis d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que ça aussi, il faut apprendre à travailler avec des points de vue, même quand ça nous fait la chair de poule, parce que des fois, il y a des propos qui sont franchement sexistes, homophobes, racistes, etc. Il faut qu'ils s'expriment, il faut les travailler, il faut partir de ça pour avancer, parce que si on part sur l'expression de quelque chose de très lisse, de très politiquement correct, on ne va pas au fond des choses et on ne va pas travailler avec les personnes. Et puis, l'élaboration de son projet, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, donner la liberté de choisir son projet de vie sans juger. Est-il compatible avec la volonté de protéger contre les risques? Des fois, on est en contradiction avec ce qu'on voudrait voir les personnes se protéger, avoir une vie sexuelle responsable, respectueuse, etc. Et qu'on les accompagne dans ce qu'ils ont choisi, même si ce n'est pas notre choix. Et qu'il faut les accompagner sans les juger. Et ça, vous le savez tous pour vous-même, et on le sait tous, quand quelqu'un en face a un regard jugeant, ça se sent même sans parole. Et je crois que c'est extrêmement important de travailler, quand on est dans l'éducation, sur l'acceptation du point de vue différent, comme un point de vue avec lequel on travaille. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire qu'il faut travailler avec ce point de vue et les laisser s'exprimer pour le travailler et l'accompagner. Alors, comment intervenir pour que, justement, on arrive à cette... Je reviendrai 2 minutes après sur l'approche d'éducation populaire, l'importance du débat et des échanges, parce que on est un mouvement d'éducation populaire, c'est ce qui a basé notre expérience, c'est ce qui a basé notre programme. Et une collègue qui a travaillé avec nous sur le référentiel, Marie, sur le référentiel d'éducation populaire, et qui nous a pointé du doigt combien on s'inspirait de cette pensée, mais qu'en fait on finissait par l'oublier et par ne plus le formaliser. Je voulais revenir sur la question de la mixité. C'est pas parce que les gens sont une assemblée mixte que la mixité se construit. Ça ne se décrète pas, ça se constate. Il peut y avoir des hommes et des femmes dans une salle. Construire la mixité, c'est autre chose, c'est penser. C'est penser qu'on ne vit pas les choses pareilles, c'est penser que les rôles sociaux sont différents, c'est penser que le vécu est différent, c'est penser que la place sociale est différente. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait dans une classe, dans un espace collectif ? Nous, quand on travaille soit en milieu scolaire, soit dans des centres sociaux, etc., avec des groupes d'hommes et de femmes, comment on pense la mixité? C'est pas juste additionner des cocottes et des poulets, mais c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça provoque,
et travailler cette question, y compris. Et quand on travaille par exemple en groupe, où on met les garçons et les filles, après on retravaille ensemble en disant qu'est-ce que vous pensez que les garçons ont envie dans la sexualité, qu'est-ce que vous pensez que les filles. Et quand on les met ensemble et qu'on construit, on se rend compte des idées reçues, enfin, des représentations des deux côtés. Mais on travaille aussi sur l'interaction, comment elle se passe. C'est quoi qui est attendu. Et je crois que c'est important parce que souvent, en particulier au niveau des problématiques, on est appelé souvent en tant que pompier dans un établissement scolaire en disant « Oh là là, il y a eu des violences, ça va pas du tout, il y a eu des viols, ou il y a plein de grossesses avec des situations un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il faut réfléchir justement à comment on pense cette mixité, comment on la travaille, comment on discute sur la place respective. Tu parlais tout à l'heure d'égalité, c'est aussi dans la réalité comment les gens se vivent et comment on travaille cette question. Alors, de façon pratique, dans une classe, par exemple, qui est déjà mixte, quand vous arrivez, en tant qu'éducateur, que vous êtes appelé, est-ce que vous séparez les garçons et les filles d'un côté, vous les laissez ensemble, ou vous les faites travailler en sous-groupe ? Il n'y a pas de technique univoque, c'est-à-dire ça dépend de l'ambiance dans la classe. Ça dépend un peu, on discute en général avec les enseignants pour savoir comment ça se passe dans cette classe. S'il y a une bonne discussion, on peut tout de suite travailler la question de la mixité et travailler sur les garçons, les filles, pourquoi ces représentations, pourquoi ces rôles sociaux, est-ce que c'est vraiment obligé que les garçons soient tous comme ci, les filles toutes comme ça, qu'ils aiment donner les choses, etc. Dans certaines situations, les choses sont un peu tendues. On nous dit, si vous abordez certaines questions de la sexualité, les filles ne vont pas parler parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça devant les garçons ou les filles. Donc, à ce moment-là, on travaille en groupe, mais quand même, on essaie toujours d'avoir comme fil conducteur de remettre ensemble et de discuter de ces différences. Chacun a pu s'exprimer à un moment donné, mais c'est important. La société, elle est mixte. Elles ne vont pas se cacher comme ça quand elles passent. Donc, c'est important d'avoir des espaces où on puisse travailler ces relations, même si elles sont un peu conflictuelles et difficiles. C'est important d'avoir ces deux temps. Des fois, on peut y aller directement. Des fois, il faut passer par des temps pour poser la parole et pour que chacun s'exprime, parce que on sait que dans certaines classes, en discutant avec les profs, ils nous disent « ça ne va pas le faire ». Alors, je voudrais juste revenir, parce que l'éducation populaire, c'est une histoire politique, en fait. L'éducation populaire, elle est née pour trouver un projet politique dans lequel les gens s'inscrivent. Ces caractéristiques, tout le monde n'a pas l'info sur cette approche. La base, c'est les expériences des personnes. Alors, toutes les personnes qui travaillent en santé communautaire, qui travaillent avec des publics difficiles, etc., font ça, parce que sinon, de toute façon, ils n'arrivent à rien. Mais c'est conceptualisé dans un objectif de former des personnes à aussi prendre des décisions, à aussi prendre du pouvoir, à aussi prendre de la place politique et de la place citoyenne. Ce n'est pas simplement les accompagner pour qu'elles puissent être bien et qu'elles puissent bien se protéger. Ça implique un travail de groupe. C'est distinct de l'apprentissage ou du développement strictement individuel. C'est-à-dire que dans l'éducation populaire, il y a une dimension quand même collective qui est importante. Et l'objectif, tu parlais tout à l'heure d'égalité, l'égalité qui est dans les textes. On sait bien que l'égalité n'est pas réelle. On l'a vu, on le voit chaque 8 mars. Tous les 8 mars, on a la liste des inégalités, alors salariales, la question des violences, la question des orientations scolaires, la question le regard, les représentations sur la sexualité. Une fille qui a beaucoup de partenaires, reste quand même une salope, alors qu'un garçon, c'est quand même un mec qui est vaillant. Voilà, donc tout ça, on le sait. Mais ça ne se construira pas seulement avec les lois. Les lois sont importantes, et là où il n'y en a pas, c'est quand même beaucoup plus difficile. On le voit dans certains pays, et on le voit comment les pays, en ce moment, y compris en Europe, il y a des régressions sur les droits, mais ça ne suffit pas. Et l'autre point par rapport à l'investissement dans l'éducation populaire et son rôle émancipateur, c'est la capacité d'apprendre des personnes, leur capacité à faire des choix, leur autonomie et le savoir qu'ils ont, le savoir expérientiel. Parce qu'on reste quand même, et en particulier en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, sur le savoir des experts, le savoir des professionnels, qui est quand même, tu as dit tout à l'heure, elle était médecin. Oui, d'accord, mais je pourrais être médecin et nul en prévention parce que je vais arriver et puis leur expliquer comment il faut faire et puis que ça ne donne pas des compétences pédagogiques naturelles.
On le sait, on le constate autour de nous. Par contre, si on ne sait pas, et quand même, au bout d'une quarantaine d'années d'exercice, on se rend compte que si on n'écoute pas ce que disent les personnes et ce qu'elles veulent, eh ben, même les traitements restent dans le placard et on n'arrive à rien pour travailler avec les personnes. C'est une collaboration. Et dans l'éducation populaire, c'est une collaboration vraiment qui est au cœur, qui est la base. C'est pas un truc, c'est pas une tactique, c'est pas une stratégie pour embarquer les gens dans ce qu'on a envie de faire pour eux. C'est vraiment une stratégie pour dire et accompagner les personnes pour qu'ils choisissent et qu'ils aient vraiment le pouvoir. Donc il faut encourager, ça encourage le débat, le questionnement, la confrontation sur un mode égalitaire et ça participe au développement d'un sentiment d'indignation face à une égalité. Il y a un exemple très, très intéressant, c'est l'exemple de travail qu'a pris ATD Quart Monde. ATD Quart Monde, ils ont des publics qui sont très en difficulté, qui sont pour certains qui ne savent pas lire et écrire, etc. Et ils ont des gens qui les encadrent, etc., qui travaillent, qui sont des professionnels. Et ce qu'ils ont fait pour construire les projets, ils les ont fait travailler séparément. Pourquoi ? Parce que si vous mettez dans une salle 3 pipelettes comme moi et puis des gens qui n'ont pas la facilité de prendre la parole, eh ben vous savez qui c'est qui va gagner, hein, ça c'est sûr. C'est les gens qui ont l'habitude de conceptualiser, de parler, de prendre la parole, etc. Donc, et après, chacun travaillait dans son espace, construisait sa parole collective, et ensuite, ils se rencontraient et négociaient le bout de gras en disant « nous, on peut ça, et on en a, et nanana, et nanana ». Et puis, ils essayaient de se remettre, de faire avancer le consensus, le point de vue, enfin, ce sur quoi ils pouvaient se mettre d'accord. Et ils repartaient, travailler, chacun dans son groupe, et ils ont avancé comme ça pour construire le projet. Et je pense que c'est des choses, pour construire vraiment la participation des personnes, il faut trouver des modes et des espaces qui correspondent aux besoins des personnes. Sinon, on ne fait que se donner bonne conscience en disant qu'on les a consultés, mais en fait, on les met dans un cadre où ils n'ont pas vraiment la possibilité d'être vraiment autonomes et de vraiment s'exprimer. On pourra y revenir. Pour permettre l'expression, est-ce que vous posez des questions, par exemple, dans le groupe, en disant quelle différence vous observez entre le masculin et le féminin, quelles similitudes, comment vous le vivez dans... Est-ce que c'est autour des questions comme ça que tu fais émerger une prise de conscience? Ça peut être autour de réflexions qui peuvent emporter... Ça peut être aussi sur les questions qui se posent ou ce qu'ils ont constaté, ou bien l'actualité. L'actualité joue un grand rôle dans les discussions. S'il y a eu... si c'est passé des trucs sur la pornographie, si c'est passé toutes les discussions sur le harcèlement, c'est évident qu'aujourd'hui, quand on va dans une classe, les questions sur les violences qui n'étaient pratiquement pas posées sont une des premières choses qui viennent. Parce qu'ils entendent et ils disent mais madame, ou ils discutent entre eux, c'est normal, c'est pas normal, c'est dégueulasse, elle l'ont cherché, elle n'a pas cherché, enfin, etc. Et c'est à partir de ce qu'ils apportent. Ce qui est important, c'est le matériau qui est apporté par les participants. Et puis, de ne pas dire non mais ça c'était pas prévu, excusez-nous, vous voulez bien ranger vos petites affaires, je suis venue pour parler de ça. Non, on parle de ce qu'ils ont, ce qui ne veut pas dire que derrière, on n'a pas aussi la volonté de les faire réfléchir, de les faire questionner sur les rôles sociaux, sur ce qui se passe, etc. Mais ce qui est important, c'est de vraiment partir, parce que pour que ça soit vivant et intéressant, il faut que ça réponde à leurs questionnements. On a bien vu les réactions, quand certains me disaient « Ah non, mais vous n'allez pas encore revenir avec les questions de sexualité, avec le sida et tout ça. Non, mais ça va, on a eu 3 fois, on en a marre de ces affaires. » Et puis si on vient en disant « Bon, alors, c'est quoi vos problèmes la première fois, les représentations ?» Enfin, les faire parler sur ce qui leur fait peur, sur ce qui les inquiète, sur ce qui est difficile, etc. Il y avait besoin de technique, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui se lance et puis ça suit. C'est vraiment partir de ce qui les préoccupe, c'est beaucoup plus... Et puis je voulais faire un petit détour sur notre historique présidente du planning, Simone Yves, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui a fait en 1975 un ouvrage qui était absolument très en avance sur son temps, puisqu'elle était sur non seulement l'intégration de toutes les dimensions de sexualité, et surtout, elle avait développé un travail, et j'ai rencontré récemment des personnes qui avaient participé, un travail sur discuter de sexualité à la cantine des entreprises, dans les conseils d'administration de sites. C'est-à-dire qu'elle disait, la question de la sexualité, elle est partout. La question des rapports entre les hommes et les femmes, c'est pas juste au moment du
Allez, là, pendant 2 minutes, on parle de l'éducation à la sexualité, puis après, on ferme, et puis on continue comme si... Or, ce qui se passe, vous, dans la salle, vous êtes aussi dans des postures, dans des situations, dans des relations. Ça traverse l'école, l'université, l'emploi, enfin le travail, etc. Et cette grande idée que toutes les questions de genre se posent partout et qu'il faut avoir toujours ces lunettes du genre sur le nez pour regarder la société et ne pas oublier que la question du genre n'est pas la seule. On sait aussi que les questions de race ou les questions de classe se posent aussi dans une approche un peu plus intersectionnelle qui dit que, suivant la parole des personnes situées, il faut la prendre en compte parce qu'elles disent des choses que l'on ne peut pas vivre ou ressentir quand on n'est pas concerné. Et donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut proposer dans la question de l'éducation à la sexualité, dire qu'en fait tout le monde en a besoin, et y compris ceux qui la font, d'avoir des espaces de discussion et partout dans la société, et qu'il ne faut pas cantonner aux jeunes et à une certaine période de la vie la question des discussions autour des questions de sexualité, mais que c'est quelque chose qui devrait faire partie d'espaces de discussion au boulot, dans différents endroits où on se rencontre, dans des centres sociaux. Ça fait partie de la vie, de toute la vie, et il faut qu'elle puisse s'exprimer. Voilà. Et c'est vrai que ça avait été, son titre c'était « Demain la société sexualisée ». Et bon, ça se dirait autrement aujourd'hui, mais voilà. Alors quand disent les jeunes, on se rend compte quand même du fossé entre ce qu'on pense et ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu par exemple un travail sur des élèves de 4e et on se rendait compte qu'ils connaissaient d'abord sur les questions des droits, c'est encore pas exactement ce qu'il faut puisqu'ils avaient peur qu'il faille l'autorisation des parents pour une IVG, alors que vous savez que ce n'est plus nécessaire. Ils ne savaient pas très bien le droit qu'avaient les pharmaciens de refuser la pilule du lendemain, ce qui n'est pas rare, malheureusement. L'inquiétude que le médecin aille raconter aux parents, toutes ces questions qui font que c'est des freins à l'accès à l'information. Et puis, quand encore dans les livres de SVT, l'anatomie et la question est quand même très centrée sur utérus, vagin, pénis et cycle. Après, ce qui peut servir à se faire plaisir. Et quand même, c'est la première année qu'il y a un manuel qui parle du clitoris. On a quand même gagné entre 68 et combien là, 50 ans 50 ans pour avoir un manuel dans l'éducation nationale qui parle du clitoris. On a quand même mis du temps. Je ne sais pas si on mettra 50 ans pour obtenir un peu plus, mais il va falloir qu'on se bouge parce que ça ne va pas quand même très vite. Voilà. Donc la question des dessins, des questions, tout ça, c'est des questions des outils. Aujourd'hui, on met le genre à toutes les sauces. Le moment où on en a le plus entendu parler, c'était en 2013 avec les ABCD de l'égalité, quand on nous avait évoqué une certaine théorie du genre, comme si cela n'était qu'une opinion étrange qui serait dangereuse pour nos enfants. Mais alors, c'est quoi le genre ? Loin d'être une idéologie unifiée, le genre est avant tout un outil conceptuel utilisé par les chercheurs qui travaillent sur les rapports femmes-hommes. Ce concept a été développé dans les années 50, d'abord en psychologie, puis en sociologie et en sciences humaines et sociales. Dans les années 70, la notion de genre a été reprise par les féministes qui différencient le sexe et le genre. Le sexe, c'est ce qui touche au biologique, à la nature. Le genre, c'est ce qui renvoie à la culture, au social, à l'éducation, bref, au non-biologique. Cette différenciation, elle a été amenée par le féminisme constructiviste. Il y a en effet une construction sociale du genre, c'est-à-dire que c'est la société qui attribue à chaque sexe un genre. Ainsi, on dit que les filles sont douces et que les garçons sont bagarreurs. Cela influe sur les normes genrées aussi, qui évoluent en fonction des époques et des lieux. Par exemple, si les chaussures à talons ont été inventées pour les hommes qui montaient à cheval, ce sont majoritairement les femmes qui en portent aujourd'hui. Le genre est donc un bon outil pour comprendre que les différences entre femmes et hommes, du moins autres que celles qui sont anatomiques, ne sont pas naturelles, mais sont issues d'une construction sociale. C'est imposé par la société. On donne un livre et du rose à une fille, et un camion et du bleu à un garçon.
Tout ça, ça vaut aussi pour son identité sexuelle. Certains grandissent avec le genre qui leur a été attribué à la naissance, d'autres s'en détachent. Au final, on est qui on est, sans jugement sur son genre. Donc on a du chemin, hein, on a du chemin à faire. On a du chemin parce qu'il faut l'info, on le voit, les connaissances ne sont pas terribles. Il faut la présence, il faut les savoirs partagés et contre la hiérarchie des savoirs. Il faut relier la sexualité des citoyennetés, c'est quelque chose qui va être dans l'ensemble de la vie, une citoyenneté sexuelle avec une éthique de la négociation sur le consentement des individus et les conditions dans lesquelles ce consentement peut s'exercer, en particulier la question de l'égalité de pouvoir. Donc, Et donc maintenant, c'est nous dire comment l'éducation, est-ce que l'éducation va pouvoir, non pas renverser, il n'est pas question que la domination soit des femmes sur les hommes, et certainement pas qu'elle continue des hommes sur les femmes, mais comment l'éducation peut arriver à envisager différemment nos rapports entre hommes et femmes dans le cadre d'un contexte sociétal et culturel. C'est ce que tu pourrais aborder maintenant. Il faut être conscient que quand on rentre dans une salle de classe, alors il y a un peu deux approches. La grande idée de l'école républicaine, c'est de dire dans la salle de classe, un espace en rupture avec les logiques sociales. Donc l'idée, c'est l'école va apporter à tous et à toutes un savoir, des capacités à réfléchir, la capacité de prendre du recul, la capacité d'avancer dans la vie. C'est universel. Et quand on rentre, on ferme la porte, on laisse à l'entrée son histoire singulière, son opinion, sa couleur, son sexe. Bon, pour peu que vous ayez déjà franchi la porte d'une classe, vous savez que ça, c'est un rêve, un beau rêve, mais qui ne ressemble pas à la réalité. Donc cette émancipation par l'accès au savoir et aux valeurs universelles, on peut quand même constater qu'elle ne réussit pas. Mais, il y a quand même les choses ne sont jamais blanc et noir, il y a quand même une ouverture. C'est que ces espaces d'école où des jeunes vont ne pas abandonner ce qu'ils vivent à la maison ou ce qu'ils entendent, mais ils vont entendre autre chose. C'est-à-dire que le fait de se confronter à un savoir scolaire qui est différent de ce qu'apportent les parents, de la socialisation familiale ou de ce qu'on entend dans son entourage, est quand même une opportunité d'avoir un effet libérateur, en tout cas sur le plan individuel, pour se dire je suis un peu au milieu de ce gué entre je suis d'accord avec des choses, je suis proche de ma famille, mais quand même, il y a un certain nombre de choses que je découvre à l'école qui me paraissent très intéressantes, et c'est aussi quand même cette école qui aborde des questions universelles avec des apports de connaissances et des apports d'informations, de débats, de confrontation. C'est aussi quelque chose qui peut quand même avoir un rôle libérateur. Donc il ne faut pas rejeter, mais c'est difficile parce que l'école ne peut pas s'exclure de la société. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des pédagogies alternatives qui essaient de rompre avec le modèle de la transmission verticale des savoirs. Donc la salle comme un espace de développement démocratique. Vous savez, il y a des espaces, par exemple, il y a certaines écoles qui essaient de dire il n'y a pas de place définie, on peut tourner, on peut... À des moments, c'est les élèves qui vont jouer le rôle d'enseignants pour les autres sur quelque chose qu'ils connaissent bien. Enfin, il y a une espèce de prise de pouvoir et de prise de responsabilité des élèves. Et probablement que, en ayant en tête qu'il faut travailler cette continuité entre la société et la classe, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont des moyens, sont soutenus à la maison, qui ont des capacités, qu'ils ont pu développer grâce à du soutien et des niveaux économiques qui les favorisent. D'autres ont aussi des compétences qu'ils ont développées parce qu'ils sont dans des situations difficiles et que ces compétences-là, elles ne sont jamais valorisées.
On valorise toujours ceux qui réussissent sur l'exercice, machin, truc chouette. Mais des gamins qui ont des difficultés, qui ont développé des tas de compétences, des fois, enfin, je sais que moi, par exemple, dans le suivi de personnes vivant avec le VIH, je voyais des fois des personnes qui vivaient dans des conditions et qui arrivaient à prendre leur traitement, à faire des machins, alors que d'autres qui avaient tout facile n'y arrivaient pas, et qui avaient développé des capacités, des compétences, etc. Et on se disait, c'est jamais valorisé ces compétences de l'expérience, du chemin que les gens sont capables de faire. Des fois, ils ont des ressources, mais je me souviens aussi quand il y a eu les premiers accueils de personnes usagères de drogue où tout le monde disait, ils ne passeront pas prendre leur traitement. Bah, ils en ont remontré quand même à tout le monde parce qu'ils étaient aussi bien observants que les autres. Si ce n'est mieux, pareil quand les traitements sont partis dans les pays d'Afrique, on disait, et en fait, c'est le manque de confiance dans les personnes. Et le fait que c'est des espaces moins structurés où la question du savoir institutionnalisé est moins forte peuvent permettre à des enfants de valoriser, de faire valoir ce qu'eux, ils savent faire, ce que la vie leur a appris et qui est souvent extrêmement riche et dont on se prive malheureusement. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans une école qui émancipe comme elle le souhaite, comme elle l'écrit, ou est-ce qu'elle fait de la reproduction sociale ? Certainement, beaucoup de la reproduction sociale et un peu de l'émancipation. Bourdieu a beaucoup travaillé cette question, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelait « La reproduction » avec Passeron, qui a montré que le système scolaire, au lieu de corriger les inégalités sociales, a tendance à les renforcer du fait de son incapacité à s'adresser à une population très hétérogène, culturellement et socialement, et que c'est ceux qui sont le plus aisés qui en profitent. Voilà, tous les débats sur l'école, je n'ai pas les compétences pour en parler, mais témoignent de cette contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. Mais c'est aussi un lieu d'émancipation, par l'éducation, par l'apport d'informations, de réflexion, qui permet de ce projet. Et donc, il faut y aller, il faut y être, il faut approcher, ouvrir aussi à d'autres façons de faire dans l'école pour que cette école joue son rôle. Il y a quand même des résistances. On l'a vu quand il y a eu les ABCD de l'égalité, tout le monde a failli se trouver mal parce qu'il y avait... on allait apprendre aux petits enfants à se masturber en primaire. Ça, c'est sûr que de toute façon, ils n'avaient pas trouvé tout seuls, parler. Et puis en plus, c'est évident que... et on voyait bien que quand il y avait des manifestations là, de retrait de l'école, tout ça, on allait discuter avec les parents, on disait, mais vous avez peur de quoi ? C'est quoi qui va se passer ? Voilà le contenu. Regardez. Et en fait, quand ils disaient, ça permet, en travaillant sur les émotions, en travaillant sur les relations garçon-fils, de prévenir les violences. Votre gamine, au lieu d'aller à l'école avec la boule au ventre parce qu'on va lui soulever la culotte, on va lui baisser la culotte ou lui soulever la jupe, on va travailler pour que les petits garçons aient d'autres attitudes, etc. Mais quand on discute comme ça avec les parents, ils sont pour. Mais même ils en demandent, et même ils viendraient bien aussi, et ça aussi c'est quelque chose auquel il faut penser, c'est comment on les outille pour éviter que cette peur manipulée par un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout envie de voir ces questions d'égalité, de droit avancer, manipulent et font des obstacles. L'approche biologique et par les risques, on l'a vu, ces questions qui sont... qui renforcent un petit peu tout ce qui est les normes qu'il y a aujourd'hui et les résistances à l'intervention en primaire. On a vu tout un débat sur... quand on commence à en parler en quatrième, qui commence peut-être à se poser la question de savoir... Bon, ça paraît un peu légitime parce que peur que la fille revienne enceinte ou qu'ils attrapent des IST. Mais... parler des émotions, comme les programmes PRODAS qu'on développe, qui est un programme canadien sur l'approche sociale et affective, qui sont des cercles de parole où on apprend aux enfants à exprimer leurs émotions. Une fois par semaine, ils se réunissent pendant 1 heure et ils disent ce qui a été difficile pendant la semaine. Le copain ou la copine qui n'est pas comme ci, machin, on leur a parlé comme ça, on les a traités d'eux, etc. Et ça se travaille collectivement et les enseignants qui font eux-mêmes les cercles, une fois qu'ils sont formés, nous disent que ça a changé l'ambiance de la classe. C'est super parce que les tensions s'expriment, les émotions s'expriment et on arrive à travailler. Et pourtant, aujourd'hui, on a beaucoup de résistance sur les interventions en primaire.
par méconnaissance et par peur que cette idée que l'éducation, l'information va inciter, on va faire que les jeunes aient des relations sexuelles plus précoces parce qu'on va leur faire de l'éducation à la sexualité. On a vu quand même qu'un des grands pays qui est une catastrophe sur la question des grossesses chez les adolescentes, c'est les États-Unis, où effectivement il est interdit de parler de sexualité à l'école parce que ça incite, c'est une incitation au crime. Voilà, donc oui. Oui, donc tu nous parlais tout à l'heure à l'instant de ces nouveaux programmes qui sont expérimentés, dont on a les évaluations maintenant, qui sont excellents, qui sont en fait des programmes sur l'augmentation des compétences ou des capacités psychosociales. Ils sont très bien, je dirais, normés, ils peuvent se répliquer et ça correspond exactement à ce que tu nous décris, en tout cas l'éducation à la sexualité pourrait s'intégrer dedans, mais je trouve que c'est très étroit. Et je dirais donc la santé sexuelle, puisque sans arrêt tu nous parles d'émotions, d'environnement, de solidarité, de groupe et d'échange. Donc on est quand même au-delà d'éducation à la sexualité proprement dit, si elle était même déjà bien faite. Et donc, est-ce que cette santé sexuelle, puisque nous sommes sur un cycle santé sexuelle qui prend en compte l'environnement et la collectivité, c'est ce qui fait la spécificité, entre autres, de l'approche santé sexuelle par rapport à la sexualité seulement, va nous permettre réellement de s'émanciper, réellement, enfin, de souffler, de se dire entre un homme et une femme, et puis on peut discuter, accepter nos différences et pouvoir s'aimer sans qu'il y en ait un qui domine. Alors, l'histoire de pouvoir. Il y a l'accompagnement individuel, enfin, toutes ces formes d'intervention comme Prodas ou autres qui sont effectivement pour faire que les enfants qui vont grandir aient une autre vision, une autre approche, un autre type de relation entre eux, entre les garçons et les filles, entre les garçons entre eux et les filles entre elles. Et ça, c'est des points importants pour avoir des adultes de demain qui seront peut-être sur d'autres bases, en particulier qui seront, pour les hommes, en capacité d'exprimer leurs émotions et de ne pas être obligés d'être grands, forts et de jamais être tristes, ni pleurer, ni... Voilà. Ce qui est quand même difficile. Voilà. Donc, mais pour ça... il y a tout ce travail d'éducation, d'information, etc., qu'on va apporter à des personnes, à des individus. On va leur donner aussi des espaces pour se renforcer, pour passer des connaissances aux compétences, pour être... Mais l'environnement pèse. Et aujourd'hui, on l'a vu, donc je voudrais revenir sur... la santé sexuelle, c'est arrivé par la santé reproductive. C'est-à-dire qu'il y a eu, historiquement... c'est au niveau international, hein, les conférences successives, je vous les passe, vous regarderez Téhéran, Caire, les Pékin, la charte des droits sexuels de l'IPPF, tout ça a amené un contexte en disant on ne peut pas faire avancer l'accès à la santé sexuelle sans travailler sur le contexte. Je voudrais simplement préciser, parce que beaucoup dans cette salle étaient dans un colloque de sexologie il y a quelque temps. Réellement, la première définition de la santé sexuelle, c'est 1974, bien avant le moment du VIH et des IST. Et ce n'est pas le sida, le VIH, qui est à l'origine de l'émergence de la santé sexuelle. Certes, l'a permis de le porter encore un peu plus, mais c'est tout. Ça l'a ouvert sur une autre approche, Voilà. sur d'autres façons de... Peut-être sur la question de la participation communautaire, qui était beaucoup plus forte, etc. Il y a quand même des choses particulière, mais ça a été lancé par aussi des questions aussi de mobilisation sociale, en particulier celle des femmes, on va y venir. Juste pour vous rappeler que la déclaration de l'IPPF, donc on a tout à l'heure IPPF en anglais, s'inspire de la Convention internationale, donc c'est une composante de la vie humaine, respect et promotion du droit à l'autonomie, principe de non-discrimination régissant la santé et les droits sexuels, et nécessité d'encourager les politiques et législations gouvernementales à veiller à ce que les droits soient pour tous protégés et lorsque c'est possible, promus et satisfaits. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est un problème de droit, mais pas que. Parce que on voit que quand on a des droits, comme en France, on a des obstacles au quotidien. On a une loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité qui n'est pas appliquée. 3 séances par niveau scolaire. Et
depuis le primaire jusqu'à la terminale, s'ils en ont eu 2 par an, 2 dans leur vie, c'est déjà bien. La non-application de la loi sur l'IVG, on a un numéro vert national, dont vous verrez le numéro à la fin, qui est un peu une veille, un observatoire de la réalité de l'accès à l'IVG sur le territoire. Je peux vous dire que quand même, non, ici, nous, on ne fait pas les mineurs. Ah bon? Pas les mineurs, c'est la loi, mais enfin on ne fait pas les mineurs. On ne fait pas les 12-14 semaines parce qu'on n'a pas envie. Ça nous contrarie de faire les 12-14 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi qui dit qu'un acte médical est autorisé et encadré par la loi, et il y a un certain nombre de personnes qui considèrent qu'elles sont en droit de ne pas appliquer pour des raisons personnelles la loi. Et donc on veille au grain et on signale aux ARS qui ont une mission de surveillance et aussi un observatoire national du ministère pour surveiller la mise en place de la loi sur l'IVG. Non mais vous imaginez quand même, c'est un droit de 75, et aujourd'hui, en 2018, on est obligé de faire une veille sanitaire pour veiller à l'application d'une loi. Vous y croyez, vous? Ben oui, c'est comme ça. Et en plus, on a des reculs. Et on voit qu'il y a des reculs aussi au niveau international, des reculs en Pologne, des reculs... Voilà, donc c'est des droits, mais ils contrarient ces droits parce qu'ils sont des droits qui donnent le pouvoir de décider d'avoir des enfants ou pas, et ça contrarie un certain nombre de personnes. Et puis il y a le poids des normes sociales sur la liberté de choix et d'autonomie. On est frappé quand même encore du modèle, les filles s'intéressent avant tout à l'amour romantique, et on le voit dans les enquêtes, y compris les enquêtes sur la sexualité, où on voit que les pratiques changent, c'est-à-dire que les femmes en sont plus multipartenaires qu'avant, mais quand même elles disent que c'était parce qu'elles étaient amoureuses, parce que sinon ça fait pas quand même mauvais genre de dire qu'on était juste intéressé par la sexualité et qu'on n'était pas amoureuse. Ça, quand même, ça fait pas très bien pour les femmes. Donc on voit les personnes qui suivent ces enquêtes nous disent qu'elles voient bien que les femmes justifient leur changement de comportement pour répondre aux normes. Les garçons, eux, auraient des besoins sexuels irrépressibles, ce qui explique d'ailleurs les violences, bien sûr, en faisant la promotion d'un ordre naturel. Et il y a les bonnes et les mauvaises. Et dans les cours d'école, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les bonnes et les mauvaises filles, les filles de petites vertus, les trucs, c'est quotidien. Enfin, ça n'a pas quasiment bougé, ou pas beaucoup, depuis des années. Et on reste encore sur ces modèles. Et en travaillant, on arrive à discuter et à voir que... Mais ce sont des choses qui pèsent sur la question de l'égalité et qui pèsent sur la possibilité pour les femmes d'être dans une dimension de plaisir, de sexualité, de choix, de vivre la sexualité dont elles ont envie. Eh bien, c'est pas si facile que ça, parce que quand même, vous avez des étiquettes rapidement et ça vous suit. Les plus jeunes, c'est très, 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 très fort chez les jeunes. Moi, je me souviens, quand je faisais des consultations, il y en a qui me disaient « Madame, si jamais il me trompe, je le tue. » Oui, mais en général, ils n'en ont pas tué beaucoup, mais c'était cette volonté exclusive. Et puis, voilà. Donc, c'est des normes et des choses qui pèsent. Donc, comment on va faire? En 70, les femmes, elles ont trouvé. Elles ont fait des rencontres à partir de leurs revendications. Ça s'appelait les groupes de conscience, pour les plus âgés, comme moi. Et puis, il y a eu une auto-organisation des principales concernées qui vont s'affirmer en usagères de la santé. Et ça, c'était qui avait décidé que, puisqu'on ne voulait pas répondre à leurs revendications sur la fécondité, sur l'avortement, sur la contraception, elles allaient s'en occuper elles-mêmes. Et donc, elles se sont organisées pour faire avancer les choses et en questionnant les rapports inégalitaires dans tous les domaines. Donc, c'est un mouvement qui est parti vraiment. Et d'ailleurs, un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur un peu regarder ce qui s'est passé sur les mouvements des femmes et les mouvements sur le sida, en particulier Gabrielle Girard, qui note combien, en fait, il y a quelque chose qui s'est retrouvé dans le mouvement de lutte contre le sida, qui était sur les mêmes bases. On va y revenir. Aujourd'hui, il y a toujours des mobilisations collectives pour la santé sexuelle. Et si vous n'y participez pas, il faut absolument. Pour un environnement plus favorable, on continue à faire des manifestations pour le droit à l'avortement. C'est pas croyable, mais c'est comme ça. On continue à mobiliser socialement pour la question des violences et du harcèlement. Vous avez vu que
devant la mollesse, la frilosité, le manque de dynamisme, peut-être des féministes aussi qui ne savaient pas s'y prendre, il y a eu une prise en compte directe, c'est-à-dire qu'il y a eu, via les réseaux sociaux, les femmes ont dit bon, ça suffit. Maintenant, ça suffit, c'est bon, on va se manifester. Et c'est vrai que cette forme d'intervention des réseaux sociaux facilite l'intervention directe comme ça de l'auto-empowerment des personnes, mais c'est quelque chose qui a été quand même très fort et qui fait probablement, comme on a dit que la pilule avait changé l'histoire de la sexualité, probablement que ce qui s'est passé va changer quelque chose de façon définitive sur la question des violences. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir, on ne pourra plus justifier, on ne pourra plus dire des choses depuis qu'il s'est passé toute cette mobilisation sociale. Et puis les luttes contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, il y a encore, on le voit régulièrement, le bilan que fait SOS Homophobie avec les agressions sexuelles, les agressions physiques ou verbales contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, leur identité de genre, continue. On a vu la manif pour tous, enfin bon, tout ce qui est sorti à ce moment-là, et tout ce qui reste encore, qui est quelque chose qui imprègne encore l'hétéronormativité, elle est quand même encore extrêmement forte. Et les personnes qui disent on peut se balader en se tenant par la main, etc., quand on est... Mais on a des regards, on a une discrimination. Pour les enfants, les femmes, il y avait celle qui était championne de foot, là, qui parlait l'autre jour à la radio en disant quand j'amène mon enfant à l'école et qu'il a fait une bêtise dans la cour, tout de suite c'est évidemment, il a 2 mères. Alors, il n'y a pas de père pour mettre un peu d'ordre et de discipline dans les rangs, comme si dans les enfants qui avaient un père et une mère, ils se donnaient tous bien à l'école. Mais bon, passons. Voilà, et c'est des choses comme ça qui sont larvées, mais et que les personnes vivent difficilement parce qu'elles disent, c'est tout le temps. On a des petites remarques, on a des petits regards, on a des petites... voilà. Donc, et le dernier point sur les mobilisations, c'est la question de la légitimité de la sexualité des adolescents. Parce que, avec tous les débats qu'il y a eu sur la question des violences, nous sommes en train de glisser légèrement. Ce que je proposerais, c'est plutôt d'être dans l'accompagnement et l'éducation plutôt que dans la répression. Parce que, d'abord, ça ne marche pas sur les questions de comportements sociaux, la répression. On l'a vu sur la question de la prostitution, où aujourd'hui, le 12 avril, il va y avoir une conférence de Médecins du Monde pour montrer les dégâts qu'a fait la loi sur la pénalisation sur la vie des personnes. Donc, je pense que... Et ce qui se profile quand même, c'est que cette question de la majorité sexuelle qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de majorité sexuelle, mais il y a dans la loi, s'il y a eu une relation sexuelle avec quelqu'un de moins de 15 ans, c'est pénalement plus réprimable, etc. On est en train quand même de glisser vers une limitation de la liberté sexuelle des jeunes, avec le risque l'accès à la contraception. On nous a dit, non mais les moins de 15 ans, là, genre 14 ans qui viennent demander la pilule... leur donner, normalement, elle ne devrait pas avoir... Comment elle ne devrait pas avoir de sexualité? C'est pas interdit d'avoir une sexualité à 14 ans. Mais dans l'esprit collectif, la majorité sexuelle à 15 ans qui est en train de passer sur la question des violences est en train de passer sur la majorité sexuelle de la sexualité. Il y a une espèce de pression comme ça, on nous pose des questions sur qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous signalez? Oui, bien sûr, on signale toutes les petites jeunes qui viennent à 14 ans chercher la pilule, qui ont eu l'intelligence de penser qu'elles pouvaient se protéger pour éviter d'être enceintes si elles n'en avaient pas envie. On va les signaler à l'ASE pour dire elles sont victimes. Bon, il y a ce climat qui est dangereux, parce que ce qu'on rend compte, c'est que loin de protéger les personnes mineures, ce climat, ça risque de les contraindre à exercer leur sexualité de façon cachée. Si c'est interdit, on va se cacher parce qu'on ne va pas arrêter. Ça, c'est c'est comme la question de l'IVG interdite n'a pas empêché les IVG. Il y en a exactement le même nombre. Donc on est quand même très inquiet au niveau du planning sur les mesures qui pourraient être prises. On est un petit peu en désaccord avec notre ministre des droits des femmes, enfin notre secrétaire d'État des droits des femmes, parce que il y a une pression comme ça sur la volonté de protéger les enfants en mettant une majorité sexuelle. Et nous, on sait, par expérience, par le terrain, depuis 56,
Si ça ne se fait pas au grand jour et avec un accompagnement des adultes et avec une information et avec une possibilité de réfléchir, y compris de différer les relations si on n'est pas prêt, etc., ben ça se fait en cachette et dans de mauvaises conditions. Donc attention aussi au débat autour de la pornographie. On n'a jamais dit que la pornographie était l'image idéale de la femme dans la sexualité, mais la pornographie existe. Interdire la pornographie n'a aucun sens. Par contre, aider les jeunes à décoder, à discuter avec eux, ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça vous imagine? Est-ce que vous voyez votre copine, votre sœur faire comme ça? Est-ce que c'est ça la sexualité dont vous avez envie? Comment vous voyez? Ils disent souvent d'ailleurs que comme ça, ils ont eu un peu d'initiation sexuelle parce que les positions, tout ça, ils ne savent pas trop. Donc voilà, au moins comme ça, ils ont vu un peu en vrai qu'est-ce que ça donnait. On fait quand même, comme disait Boson, il y a quand même un grand fantasme, une grande peur des adultes sur la sexualité des jeunes, mais il y a un travail à faire sur la pornographie, bien sûr. La question, est-ce que ça aggrave le comportement violent? Personne n'a la réponse. Il y a des enquêtes pour, des enquêtes contre. Santé publique France avait fait un dossier là-dessus. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut en parler. Et qu'il faut en discuter et leur demander comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous en faites. Et puis le débat sur le consentement. La question du consentement, évidemment, personne ici ne souhaite défendre les relations sans consentement, j'imagine. Mais ce que notre approche aussi, c'est que pour que ces notions de consentement et de plaisir soient intégrées dès le plus jeune âge, c'est d'avoir accès à des espaces d'information, de débat et d'éducation. Parce que savoir si je le fais pas, il va partir, ou ma copine, elle va dire que je suis nulle, ou etc. C'est vraiment exercer son consentement? Pas sûr. J'ai une relation parce que la force de la contrainte du groupe, etc., me pousse à... Ce qui est important, c'est que d'avoir la possibilité d'avoir des espaces de réflexion, de discussion. Et on sait bien que, par exemple, aux Pays-Bas, qui est quand même un pays assez remarquable sur cette question, les grossesses précoces, les problèmes de violence, etc., quand on leur apprend depuis tout petit à discuter de ceux dont ils ont envie, de ceux qui veulent accepter, de ceux qui ont... de comment ils veulent s'exprimer, eh ben, il y en a beaucoup moins. Et ce n'est pas l'interdiction des États-Unis qui fait la prévention, c'est l'apprentissage tout petit de s'exprimer sur son vécu, sur son corps, sur ce dont on a envie, sur ce qu'on veut partager ou pas, il y en a qui ont... Voilà, et d'être capable... Le consentement, c'est aussi d'être capable de prendre par rapport au groupe, à la pression du groupe, de prendre ses marques et de se poser en tant que soi, individu, voilà ce que je défends, voilà ce que je veux être. Et ça, c'est un accompagnement, et c'est certainement pas encore dans l'interdiction et dans la... Voilà, que... Alors, on a évidemment des contraintes de temps, déjà en streaming et puis en débat. Et donc, ce que je propose, c'est que là, il nous reste globalement une demi-heure, qu'il y ait encore un quart d'heure où on va permettre à Karine, parce qu'elle nous apporte d'excellentes choses, et on n'aura qu'un quart d'heure de débat. Donc maintenant, il faut qu'on gère ce temps-là. Et donc, bien évidemment, après ce qu'elle venait de dire, puisque le consentement, ça se discute sur des personnes quasiment du même âge, et dès le plus jeune âge, c'est le rôle des pères aujourd'hui dans le cadre de l'éducation. On va peut-être passer certaines... Tu pourrais répondre à cette question et qu'on passe à d'autres. Je vais passer vite parce que il y a des choses que j'ai déjà partagées avec vous. Juste, je voulais... mais vous pourrez, là aussi, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube les exemples. Mais on a travaillé avec ce programme, avec des groupes de parole. Et on a en particulier une petite vidéo qui s'appelle « La force du collectif » où les femmes s'expriment sur ce qu'elles ont rencontré et comment le fait de partager un même vécu. Le fait de constater que, c'est pas qu'on est particulièrement idiote, qu'on n'arrive pas à faire ça, mais c'est qu'il y a une pression, il y a une contrainte qui fait que, il faut élargir un peu, desserrer les contraintes pour pouvoir passer à autre chose et partager des expériences positives. Il y a des petites choses comme ça. Il y a une dame qui disait, moi, j'arrive pas à donner de préservatif à mon fils, alors je les mets dans la boîte aux lettres et je lui dis, va chercher le courrier. Et alors, et puis il revient tout rouge en disant, ah, mais c'est quoi ça? Oh, mais c'est intéressant, mais un coup de quart de lait, moi, tu sais, à mon âge. Voilà, des stratégies, mais alors c'est très rigolo parce que c'est des choses qu'elle s'apporte que elle,
elles ont mis en place, que si nous on les dit, elles vont nous dire... voilà. Donc c'est construire cette force individuelle collective pour oser exprimer ses besoins, s'autoriser à revendiquer ses choix, exercer son libre arbitre. C'est vraiment, je vous encourage à aller sur le site que vous n'avez pas pu voir mais que vous retrouverez, du programme Genre et Santé Sexuelle avec la force du collectif. C'est une très belle vidéo. Né dans la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement, le planning familial a choisi de mettre la dynamique collective au cœur de son action, pour gagner ou préserver des droits, mais aussi pour renforcer les compétences et l'autonomie de toutes et tous, en animant des espaces collectifs comme les groupes de parole. Plus particulièrement fréquentés par des femmes, ces lieux d'apport d'information et de discussion vont aider les participantes à mieux gérer leur vie affective et sexuelle et à partager avec les autres la richesse de ces échanges. Le planning familial propose et organise des groupes de parole autour des sujets qui sont liés à la sexualité, donc la contraception, les IST, le sida, le droit des femmes. Les violences, cela se fait sur la base du volontariat des personnes qui participent. Elles peuvent définir elles-mêmes les thèmes qui sont abordés d'une séance à l'autre. Et on propose ensemble un titre, on peut faire des flyers et ensuite elles peuvent elles aussi inviter des personnes à participer aux séances avec elles, à venir discuter et échanger avec nous. Je suis Ajiba, j'ai 46 ans. 4 enfants, je suis mère au foyer. Je m'appelle Nadia, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants et ainsi mère au foyer. Prendre la parole dans un groupe de parole, ça m'a permis de m'exprimer librement, d'échanger sur différents thèmes, d'avoir des idées, d'autres idées, de partager des opinions. On a appris notre propre anatomie. Quelque chose qu'on avait eu, enfin moi j'avais une idée classique de ce qu'on apprend au niveau scolaire, mais en fait c'est un peu différent, je veux dire, quand on nous montre. Et puis au niveau de la contraception, on sait qu'il y a d'autres méthodes. Moi j'ai appris que mon corps, il m'appartient, que je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. Et que même l'avortement, la contraception, c'est un choix, c'est mon choix. Ce que j'ai appris, c'est de moi me laisser faire, autant dans la vie privée que dans la vie en dehors public. Donc moi, je travaille au planning familial et l'idée, c'est on va faire un petit groupe de parole. En fait, on va se voir 7 fois. Ça va durer 2 heures. Les enfants, la structure a décidé de les garder. Donc ça sera un temps entre vous et moi. Alors là, je vous ai tout mis sur la table. Donc, de deviner, c'est ça ? Voilà, vous en connaissez plein. Vous en avez utilisé peut-être. Donc il y en a qui vont peut-être pouvoir témoigner de se dire... Donc prenez un moyen de contraception et dites-moi celui que vous connaissez. Choisissez-en un. Alors comment il... Mais qui l'a utilisé, le préservatif féminin ? Non. Tu l'as jamais vu ? Ah non, j'avais jamais vu, non. Ouais, combien de temps comme un tampax ? Attends, on va dire. C'est mieux. Ouais. Et tu vois, il y a ça au bout. Alors, comment il va se mettre ? Comment il va se mettre ? Alors, normalement, très lubrifié. Alors, quand on va retirer le préservatif, on va juste faire comme ça. Et on met à la poubelle. Donc, je m'appelle Nassima. Je travaille à l'association Tininan depuis presque 2 ans maintenant. Donc, on a monté un groupe de parole avec Latif Adrif du planning familial il y a plus d'1 an. En fait, c'est parti d'un atelier couture qu'on mène à l'association. Les femmes ont exprimé le souhait en fait, de se retrouver, d'échanger sur leur situation personnelle. Mais au fur et à mesure du temps, il y a vraiment un groupe soudé qui s'est formé. Parce qu'à force de se voir chaque semaine, forcément les femmes se connaissaient mieux. Et du coup, elles ont
elles ont laissé place voilà, à des discussions sur leur vie personnelle, leurs problèmes. En tant qu'animatrice, oui, j'ai appris énormément. Parce que moi, j'ai pas les mots, j'ai pas la formation pour les informer voilà, sur tout ce qui est sexualité, sur ces différentes thématiques. Le groupe, il s'est fait en fait par les femmes. C'est par les femmes que ça a commencé. Je pense qu'un groupe de parole, c'est vraiment fondamental. Moi, c'est Loïse. J'ai 39 ans, 4 enfants et mère célibataire au foyer. Moi, c'est Cindy. J'ai 29 ans. J'ai 2 enfants et je suis en congé parental. Les groupes de parole m'ont apporté le fait à un moment de ma vie, de pouvoir m'exprimer. Qu'il était possible de parler de tout librement, sans être jugé. Donc pour devenir femme relais, il faut venir aux différents groupes de parole, il faut échanger justement pour apprendre et puis après pour pouvoir justement passer un message aux autres. C'est en apprenant des autres qu'on va pouvoir passer à encore d'autres personnes ce que nous on a appris, ce qui nous a fait devenir ce qu'on est à l'heure actuelle. Ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais ni même imaginé pouvoir le faire un jour. Alors, ce qui s'est passé à Blois, c'est que les femmes, à l'issue du groupe de parole, elles ont demandé à être formées pour pouvoir échanger avec les autres, pour être des messagères entre les femmes, entre elles et les autres femmes, entre elles et les associations, avec les autres structures, les institutions, les élus, et pour faire remonter la parole des femmes. Donc ma mission première à Chanteloup-les-Vignes, c'est que je suis chargée de la vie associative. Donc j'accompagne et je forme, j'aide à la création des associations sur la commune. Donc dans ce cadre-là, j'organise aussi des sessions de formation. Et pour moi, depuis quelques années, il a été très important de travailler avec le planning familial parce que c'est une structure qui me permet de travailler avec les femmes relais qui interviennent soit auprès des associations au sein de leur organisation ou dans les associations humanitaires relais. Comme c'est un thème un peu tabou, on va dire, la sexualité dans les divers peuples, et c'est très important qu'on puisse dépasser le tabou. Donc moi, je m'appelle Diane Beau, je travaille au centre social de Chanteloup-les-Vignes. Je suis formatrice d'ateliers sociolinguistiques. Dans ce cadre, dès octobre 2002, j'ai fait appel à Chantal Artifoni du planning familial. Quand j'anime justement mes ateliers de français, j'ai des femmes qui m'ont exprimé qu'elles avaient des difficultés à aller voir le gynécologue ou d'aller voir des médecins, de parler de leurs problèmes féminins. Donc on a mis en place des ateliers et on a envie aussi nous-mêmes de pouvoir le faire en fait, de pouvoir être après même un relais au sein de nos réseaux de partenaires. Voilà, donc moi je m'appelle Madame Boch Penda et je suis mauritanienne. Les femmes aussi en ont parlé, parce qu'il y a des sujets tabous. Mais là, actuellement, beaucoup de femmes sont prêtes à sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est des choses qui n'existaient pas. Ils avaient honte de parler, ils avaient peur de parler, mais maintenant, ils parlent ouvertement et sans tabou. Donc, c'est des choses qui avancent pour qu'on puisse montrer à certaines femmes, pour qu'elles sachent que vraiment, elles ont des droits. Elles ont des droits. Elles ont le droit de dire non quand il faut dire non. Elles ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Elle a amélioré notre connaissance et vraiment, c'est des choses qui vont nous servir demain. Aujourd'hui déjà et demain. Je m'appelle Oumenou Liliane, voilà, j'ai 4 enfants. J'ai participé au groupe de parole avec Chantal. Et voilà, moi-même j'ai une association qui s'appelle Sagobé et Village. Donc voilà, ce que Chantal nous apprend, ça nous rapporte beaucoup parce que moi ça me permet aussi d'apprendre aux autres en Afrique aussi. Et puis pas en Afrique seulement, ici aussi. Donc comme moi, j'ai beaucoup de relations avec les jeunes ici, donc je parle beaucoup aux jeunes, je les explique pas mal de trucs aussi. Petit à petit, la confiance vient toute seule, quoi. Quand on participe avec d'autres personnes, on écoute les autres parler, et puis voilà. Donc petit à petit, la confiance arrive. Ça vient tout doucement. Je travaille sur le social, alors ça m'a appris beaucoup de choses,
de découvrir ce qui se passe en fait chez les femmes. Au niveau de contraception, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai pas mal de gens que je raconte tous les soirs tant que je suis médiatrice de nuit. Les jeunes garçons aussi que je raconte, qui sont pas mal aussi, qui ne savaient pas mettre ce genre de capote comme ça. Vraiment, j'aimerais bien progresser dans ce genre de choses, de rapporter un peu plus pour les autres en fait. Être femme relais, ça permet d'informer les autres et mes collègues en même temps. Ce que j'ai appris dans le groupe de parole. Ça m'a permis de faire circuler la parole là où la parole ne passe pas. Dans mon entourage, dans mes connaissances, dans les quartiers plus défavorisés par exemple. Voilà. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'elles prennent leur courage en main, enfin qu'il ne faut pas avoir peur. Si j'incite toutes les femmes à venir à franchir le pas, pour s'ouvrir, pour écouter et pour échanger. Je n'aime pas les tatouages. Ils me rappellent de violents orages. Mon corps est tatoué de bleu et de rose. S'il en fallait, j'en ferais 1000 proses. Bleu et rose, deux couleurs que je n'aime pas. À force de les voir sur mon corps marqué et ma féminité arnaquée, dans des cris féroces qui résonnent encore et encore dans ma mémoire tatouée. Mes plaies, mes bosses, mon plâtre, tous ces mots me rongent, me dérangent et je me range dans mon silence et je rêve de ne plus être un otage. Et qu'un jour, j'aurai le courage de fuir le tessillage et de trouver un paisible rivage. Et puis, il y a une expérience qu'on mène en ce moment en Guyane avec le soutien du rectorat, qui est la formation. Donc, dans le programme il y a eu une formation de jeunes qui sont devenus les ambassadeurs de santé sexuelle dans leurs établissements. Qui se sont formés. Au début, ils ont animé avec une personne plus expérimentée des groupes avec des jeunes, et puis ils sont restés. Et maintenant, ils travaillent avec un échange d'égalité et de proximité, parce que ce qu'ils disent, ils ne se prennent pas pour des préventologues de haut niveau, mais ils savent comment se poser des questions, ils savent les faire parler, les faire émerger, et ils savent favoriser l'orientation, l'accès au lieu, la connaissance des droits. Donc ils sont un peu la personne ressource où quand on ne sait pas trop, on y va, on va la voir et on lui pose des questions, et si c'est réponse, sinon il va amener vers la bonne personne. Et ça se développe aujourd'hui dans un département où il y a des questions liées aux violences, à la contraception, aux IST, au VIH, qui sont des questions importantes, où il y a très peu de professionnels. Et c'est vraiment une réponse de proximité qui ne va pas remplacer l'éducation à la sexualité, mais qui va démultiplier les possibilités et surtout apporter autre chose. Ils en parlent de façon différente, ils apportent autre chose. Et c'est quelque chose où on est assez timide encore en France parce qu'ils n'ont pas passé 3 diplômes et 4 examens et stages. Mais moi, j'ai travaillé avec eux, j'ai vu faire, ça déménage. Donc je pense qu'il faut vraiment être dans une confiance plus importante. Donc on a de la chance. Oui, rapidement, on a de la chance parce que les ambassadeurs font partie, pour la santé sexuelle et l'éducation, de la stratégie 2030 et que cette réussite en Guyane, grâce notamment à vous, va être démultipliée en France. Bon, alors juste quand même, parce que je ne pouvais pas quand même être sur cette thématique et sur les droits des femmes sans faire un petit clin d'œil sur l'histoire. Merci Simone, vous voyez Simone Veil qui nous a quand même arraché cette loi sur... et c'est rigolo parce que avant Simone, notre utérus appartenait à l'État, à l'Église, à nos parents, à nos maris, mais c'était avant. Donc
on peut l'espérer et on peut continuer pour que ça le reste. Surtout, je crois que c'était... tout le monde sait que cette dissociation de la sexualité et de la reproduction est essentielle par rapport à la question de la santé sexuelle, en particulier pour les femmes. La dissociation entre devoir procréatif et plaisir et le fait de pouvoir dissocier du biologique. L'émergence des questions de violence fait partie aussi de ces mobilisations. Maintenant, les violences ne sont plus naturelles. C'est le contexte social et la question des rapports de domination et de pouvoir dont parlait Thierry, je vais passer sur celle-là. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a aussi un rapprochement. Les 30 dernières années, il y avait la question de l'enjeu central des luttes sur santé, sexualité, avec l'émergence de la lutte pour le droit à l'avortement et de la lutte contre le sida. Les liens entre santé et rapport de domination sexiste et homophobe. La transformation de la vision naturaliste de la sexualité. Le changement du rapport au médical, pour avoir connu les deux. Ces périodes où les femmes étaient expertes de leur santé dans les groupes de femmes, et puis la mobilisation communautaire sur le sida, avec quand même des choses très proches sur le fait que c'est mon corps, je le connais et j'ai des choses à dire dessus. Et l'auto-organisation, la diffusion massive d'informations, avec le rôle qu'ont pu jouer des associations comme ACT UP. La question du pouvoir médical qui était, vous voyez, les féministes s'opposent à un monde médical paternaliste sexiste qui accepte difficilement de voir sa légitimité interrogée. Et ça a été repris ensuite par les associations de lutte contre le sida. Donc il y a des points communs entre ces mobilisations sociales, savoir égale pouvoir. Vous connaissez, c'était déjà dans les mouvements féministes, ça a été repris par ACT UP. Des thèmes de mobilisation qui évolueront. Il y a eu un rapprochement physique et mobilisationnel dans les années 70 avec le phare, le mouvement révolutionnaire homosexuel, avec des combats communs. Et puis les chemins se sont un peu divisés. Le mouvement féministe est resté plus sur l'action pour l'application du droit de choisir, la lutte contre les stéréotypes et contre les violences. Et aujourd'hui, s'est rapproché avec l'appropriation de la question de genre, du lien commun entre sexisme et homophobie, qui rapproche un peu davantage aujourd'hui. Et le mouvement homosexuel, c'est parti sur la lutte contre la psychiatrisation de l'homosexualité, la lutte contre le sida. Et dans la différence du mouvement féministe, il n'y a jamais eu de remise en cause globale de la société dans son ensemble de la part des mouvements homosexuels. C'était plutôt la place, les droits, mais pas forcément la contestation sociale. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé quand il y a eu le mariage pour tous, parce qu'on leur a dit on a passé toute notre jeunesse à être contre le mariage, et maintenant vous nous faites défendre nos mariages, ça ne va pas du tout, vous nous faites revenir en arrière, mais bon, c'est une égalité de droit, donc on y est allé. Les terrains d'alliance pour l'avenir, donc la vision qui reste toujours procréative de la sexualité féminine, on ne parle jamais de la santé des lesbiennes, on dirait qu'elles n'existent pas, l'hétéronormativité qui reste quand même, et une vision de la sexualité qui reste encore très médicale. Et puis la PMA pour toutes. Je vous le mets comme ça parce que ça fait partie, c'était le combat du 8 mars du planning, la PMA pour toutes. Il va y avoir encore des combats à mener parce que je ne suis pas sûre que ça passe de façon si facile. Les droits et les mobilisations pour obtenir les droits, le renforcement de l'autonomie des femmes, la société du consentement et non du rapport de domination, les espaces collectifs d'échange, les inégalités de santé et oppression, ça c'est quelque chose qui est peu présent dans l'approche santé publique française. Et l'intégration de la santé sexuelle gay, l'analyse des rapports de domination, alliance avec les féministes racisées et lesbiennes. L'égalité des sexes. On en est encore à dire « Oh non, mais je ne suis pas féministe » ou « Je suis féministe, mais enfin quand même, je ne suis pas méchante, hein, je ne mange pas les mecs. Hein, » Pour justifier le discours masculiniste, le refus de perdre le pouvoir, l'égalité des sexualités, vous voyez que cette image assez terrible, pour se jeter du 6e étage, il ne faut pas vraiment être un PD, si justement il y a plus de suicides, parce qu'il n'y a pas d'égalité des sexualités. Mais comme on aime encore plus notre liberté, vous avez perdu, parce que de toute façon on va continuer, et puis on va... Quelques outils pour accompagner cette approche. Le site de l'IVG et le numéro du planning familial 0800 08 11 11. Voilà. C'était marathon. Mais vous pourrez retrouver calmement en dehors de toute agitation.
Merci beaucoup. Bien, merci Karine. Donc maintenant, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette intervention, c'était très intéressant. Moi, je m'appelle Melchior Adjé, je fais de la prévention avec Solidarité Sida, notamment auprès des jeunes. Et on a eu dernièrement des formations justement sur les violences faites aux femmes et faites au sein du couple. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses pour accompagner les victimes, pour apprendre voilà, connaissance sur le droit, mais qu'il y avait peu de choses faites pour on va dire, les agresseurs, ou en tout cas pour une autre partie de la population, et faire prendre conscience du potentiel agressif, notamment des hommes, mais on va dire de tout le monde en général. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient un peu faites là-dessus. Alors, voilà, merci. Alors, je pense qu'il y a deux approches. Il y a la question effectivement du travail dans le cadre de l'éducation à la sexualité, de la prévention des comportements sexistes. Ça part du PRODAS, qui est tout pour les primaires, sur régler les relations de pouvoir autrement que par la prise de pouvoir et la violence. Et puis ensuite travailler cette question. Après, il y a le travail avec les auteurs. Et c'est vrai que là, on est carrément en retard de façon... au sein du planning, on a quelques équipes qui travaillent de façon... Mais aujourd'hui, le travail avec les auteurs de violence, il est quasiment que sur injonction pénale. C'est-à-dire qu'il y a très peu de travail. Et les hommes nous disent je sens que j'ai du mal à maîtriser, je sens que je peux devenir violent, ou je sens que ce rapport de ne pas accepter qu'on me tienne tête, ce rapport de la remise en cause de mon pouvoir, je ne supporte pas, et je n'ai pas d'endroit vraiment pour travailler collectivement, et les groupes de parole. Et il y a des groupes de parole d'auteurs de violences qui sont super intéressantes. C'est pas facile parce que quand ils ont été condamnés souvent sur des violences conjugales ou des violences de couple, au départ c'est oui mais elle faisait ci, elle faisait ça, ça m'insupportait, je ne pouvais pas, je suis nerveux, je suis un peu irrité, voilà. Et il y a tout un temps de prendre conscience de ces rapports de domination. Et que c'est ce cycle de la violence, cette espèce d'intolérance au rapport inégalitaire, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et je suis bien d'accord avec vous. Et c'est quelque chose qu'on demande vraiment au niveau de la prise en charge, c'est qu'il y ait à la fois un travail de prévention, parce qu'on ne va pas courir après tous les auteurs, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un travail complètement insuffisant avec les auteurs. Et c'est super intéressant parce que c'est aussi comme ça qu'on déconstruit les représentations qu'ils ont et qu'on peut travailler avec les jeunes en disant ben, c'est pas juste qu'il était un peu nerveux ou qu'il avait trop bu, parce qu'on met toujours sur le compte de l'alcool ou j'ai un caractère un peu vif. Non, c'est pas un caractère vif. On peut être désagréable quand tout le monde peut avoir un caractère vif, mais là c'est vraiment des questions de rapport de domination et de pouvoir. Mais je suis bien d'accord avec vous. Il faudrait aussi bien préciser, moi je suis médecin de santé publique et on me demande de rédiger des articles pour une académie internationale d'éthique avec Paris 5. Donc la violence et l'agressivité, c'est pas la même chose, parce que l'agressivité c'est une réaction humaine et normale, et la violence c'est la mettre en acte quelque chose. Mais il faut aussi préciser, parce que moi j'ai beaucoup de témoignages d'hommes qui disent qu'ils ont du mal à se maîtriser devant la beauté des femmes, et que donc leur désir les submerge un peu. Il semblerait qu'à ce moment-là, les mots sont plus faciles pour les femmes, parce que moi, je vois des hommes qui se plaignent que leurs femmes sont méchantes aussi. Et du coup, la réaction des petits garçons, ils maîtrisent le langage plus tard que les petites filles, et c'est le corps qui parle, enfin chez les hommes plus vite. Et ça, c'est rarement dit. Or, c'est des réactions qu'on voit, qu'on observe très très fréquemment. Moi j'ai une question. Je serais ravi quand les femmes seront émerveillées sur la beauté des hommes et pourront comme ça nous agresser, mais j'espère qu'elles ne seront pas violentes. Justement, entre nature et culture, par rapport au masculin, au féminin et naturellement au gène. En 3 minutes? Non, oui, non, mais court. Et puis, je voudrais faire, et je pense que c'est la même chose, c'est tu as peu parlé de la différence qu'il y a entre le masculin et le féminin, ou entre la femme et l'homme, et je pense sans arrêt à Françoise Héritier qui nous a quittés, et sur son grand livre sur la différence masculin et féminin. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Comment
comment tu travailles en éducation là-dessus? Parce que je sais que tu travailles là-dessus, mais comment tu fais cette approche à partir des jeunes? Comment le planning met ça en place? Merci. Très rapidement, puisqu'on n'a pas de temps, mais la question, c'est pas de dire que les hommes et les femmes sont pareils. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une hiérarchie? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que du fait que ce soit un homme et une caractéristique masculine, c'est mieux? C'est ça qui pose problème. Après, d'abord, il y a des hommes qui sont sensibles et des femmes qui sont complètement dures. Enfin, il peut y avoir des variations. Mais globalement, même si on peut dire, on fait des exercices, par exemple, on met les qualités, ça c'est très intéressant, les qualités, qu'est-ce que c'est qui définit un homme, qu'est-ce que c'est qui définit une femme? On met. Et après, on dit, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez inverser? Et en fait, quand on a fini de travailler en discutant, etc., en fait, il reste que les questions des organes sexuels, de l'anatomie qui restent. Et en fait, ils se disent, ah bah oui, finalement, on pourrait mettre ça qu'on a mis chez les garçons, on pourrait le mettre chez les filles, etc. Donc, on travaille sur les questions de représentation. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que parce qu'il y a telle qualité, est-ce que c'est hiérarchiquement plus valorisé? On entend sans cesse, comment voulez-vous vous construire quand on entend « Ouh, ce métier s'est féminisé, alors maintenant on gagne beaucoup moins d'argent ». C'est sympathique. Du moment qu'il y a des femmes, c'est moins bien payé. Ça veut dire que chaque fois, le fait que ce soit quelque chose qui est plus féminin, c'est moins bien coté en bourse, valorisé dans la société. Ce sont des qualités, le care. On trouve que c'est super bien, les femmes, elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont dans le care. Pas toutes, d'ailleurs, moi je suis pas sûre d'être vraiment dans le care, mais bon. Le care, c'est le soin. Oui, le soin, on est dans le soin, etc. Mais du coup, les métiers du soin, vous avez vu le prix que c'est payé? Beaucoup moins que si c'était les hommes qui le faisaient. Et quand la médecine, on nous a dit, ah ben maintenant, les médecins généralistes, maintenant, avec toutes ces femmes, ça fait baisser les rémunérations parce que c'est devenu féminin, donc ça baisse. Donc la question, c'est, on travaille avec eux sur les différences, pourquoi pas? On n'est pas, bien qu'on puisse voir qu'il y a des différences qui sont aussi socialement construites et qu'il y a des choses qu'on pourrait très bien avoir envie de faire en tant qu'homme et qu'on ne se permet pas parce que sinon on va passer pour un PD. Et puis quand fille, qu'on va passer pour, je sais pas, un garçon manqué ou une lesbienne. Enfin, je ne sais pas comment on va vous appeler si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Mais ce qui est, moi je pense que ce qui est central, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire la domination du masculin sur le féminin et pas des hommes sur les femmes en tant qu'individus. Parce qu'il y a des hommes qui sont en difficulté et des femmes qui ne sont pas. Mais en tout cas, le masculin domine le féminin. Ça, je peux vous faire... Il faudra peut-être un peu plus que 3 minutes, mais je peux vous faire la preuve. Moi, j'aurais une question, Karine, qui est peut-être un peu provocatrice, parce qu'effectivement, ma question elle va être très genrée. Est-ce qu'il n'y aurait pas à réfléchir, mais Thierry sait que c'est une question qui me tient à cœur, sur l'éducation des garçons? Alors, évidemment, dès qu'on parle d'éducation des garçons, c'est genrer les choses. J'en ai conscience, c'est déjà paradoxal. Mais il n'empêche que peut-être qu'il y aurait quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Ce serait intéressant d'avoir ton point de vue. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'adresser aux femmes pour les questions de femmes. Il faut s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'une des choses qu'ont raté un peu les féministes, c'est la contraception, c'est une affaire des femmes. Oui, parce que quand même, quand elles oublient la contraception, c'est quand même elles qui sont enceintes et pas le mec. Donc on préfère quand même avoir la maîtrise de sa contraception. Mais ceci dit, il y avait eu des excellents articles sur, de Suisse en particulier sur genre et contraception. Et aujourd'hui, on retravaille cette question. C'est-à-dire comment on travaille avec les garçons sur leur responsabilité dans l'acte sexuel et la procréation. Et ça, c'est quelque chose qui a été longtemps négligé. C'était c'était cette phase peut-être de réappropriation. On se réapproprie son corps, on se réapproprie la fécondité, la possibilité d'être mère quand on le souhaitait. Et du coup, il y a eu c'est à moi, et puis vous y touchez pas. Aujourd'hui, on est dans d'autres questions. Et comme en plus, il y a beaucoup de questionnements sur la question de la contraception hormonale, on va revenir aux méthodes naturelles, on revient aux préservatifs, etc. Donc du coup, ça remet aussi la question des hommes dans la négociation de la contraception et du projet parental. Et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, toutes les questions
souvent traitée comme question de bonne femme, donc forcément pas très intéressante quand même, devraient être des questions sociales dans lesquelles tout le monde a à se positionner, les hommes comme les femmes. Peut-être pas avec la même position, parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'est pas dans la même situation sur un certain nombre de gens, mais tout le monde est questionné par et doit se positionner et s'engager pour changer les choses, parce que le féminisme, c'est un humanisme pour un changement de société. C'est pas juste un combat entre les hommes et les femmes. Oui, mais alors on est quand même, dans l'éducation, on est quand même très genré, et nous sommes très en retard, je dirais les hommes, les garçons, par rapport à l'éducation, parce que tu parlais de care, de soins, qui est typiquement, naturellement, culturellement féminin, j'ai bien dit culturellement féminin, alors qu'il n'y a pas de raison que ça appartienne plus à la femme, au féminin, qu'au masculin. Alors, dans la question que Joël pose, qui me semble intéressant, est-ce qu'il n'y a pas un gap, quelque chose à rattraper pour que l'on puisse... Est-ce qu'on est prêt maintenant à réellement avoir un dialogue entre garçons et filles, et donc de populaire, ou est-ce qu'il y a quelque chose à rattraper ou à penser différemment? Je vois pas comme un dialogue à retrouver, je pense à poser les questions sur, justement avec des lunettes du genre, c'est-à-dire de dire, ces questions-là sont des questions collectives pour toute la société, on ne les vit pas pareil, il faut savoir, il faut les faire exprimer, pourquoi est-ce que les garçons vivent les choses comme ça, les filles comme ça, et comment on travaille ça pour le faire bouger, parce que c'est pas une question ni de réconciliation, ni de trucs, c'est de voir que aujourd'hui dans la salle, là, il y a des hommes et des femmes, il y a des gens qui se définissent ni hommes ni femmes aussi, éventuellement, et cette question-là fait que ce que j'ai dit, ou ce que vous avez regardé, vous ne l'avez pas vu de la même façon, parce que ça ne fait pas référence à la même expérience de vie, parce que vous n'êtes pas situé dans la société de la même façon. Donc forcément, quand vous entendez des choses, vous réagissez de façon différente à ces questions-là. Mais c'est intéressant, c'est à discuter. Juste, ce qu'il faut discuter, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. On a dit, on n'a pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot, parce que le problème, c'est que c'est pas... parce que c'est les femmes qui sont victimes. Moi, je n'aime pas cette posture de victimaire. Mais ce qu'on dit, c'est que quand on est dans un problème de relation de domination, on ne peut pas faire une société qui progresse. Parce que les violences, c'est typique de ce qui pourrit aujourd'hui la société. Parce que c'est le fondement, c'est quand même les rapports de domination et pas l'agressivité ou le monsieur ou la dame qui est énervé, mais c'est vraiment une question de comment est-ce que j'ai le droit, qui me donne le droit d'utiliser le corps de quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord parce que j'ai décidé, moi, que ça me convenait. Ça, c'est vraiment une question de pouvoir. Et ce qui est intéressant, peut-être dans l'approche aujourd'hui, c'est de se dire, cette question, elle est à travailler ensemble, en sachant qu'on est positionné de façon différente et qu'on n'est pas dans les mêmes rapports de pouvoir. Mais il faut le poser ensemble. Merci Karine, on va terminer là-dessus. Je vais terminer, donc c'est Joël qui va clore ce débat. On voit bien que la notion ensemble, je vous rappelle, fait partie de l'objectif 17 des objectifs du développement durable. Moi, je sais que je suis très attaché et que je mets mes chiffres, parce que je les rappelle sans arrêt, et on nous a dit plusieurs fois dans le MOOC, mais pourquoi vous rappelez sans arrêt? Parce que ça a un sens, ça a un cadre, et ça permet de progresser, sans oublier qu'il y a autre chose que de parler de la sexualité si on veut changer la hiérarchie, la domination. Et j'espère que tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous écoutent, et j'espère bien qu'on va pouvoir avoir les petites vidéos, peut-être pas, vous ne les avez pas eues là en direct, mais vous pourrez les voir quand on regardera de nouveau sur YouTube, et vous pouvez les joindre aussi, puisque vous pouvez les retrouver sur le site du planning. Joël, je te laisse finir. Eh bien, il y a beaucoup de travail à faire. Merci Karine. Il nous reste vraiment beaucoup de travail et nos conférences vont aussi dans ce sens. C'est un petit pas, mais on essaye avec ces petits pas d'avancer aussi dans tout ce progrès de l'humanité. Sylvie, Hélène et Corinne des laboratoires Vivecare ne sont pas là ce soir, donc on ne pourra pas leur passer la parole. Mais elles ne sont pas là parce qu'elles sont à la Fravie, à Bordeaux, et qu'on ne peut pas se démultiplier. Alors elles sont peut-être derrière leur écran. Si elles sont derrière leur écran, on leur dit bonjour. Et merci aussi.
Olivier de la Fondation et Nathalie ne sont pas là non plus, mais on pense à eux. Et je vais vous annoncer donc la prochaine conférence qui aura lieu le vendredi 25 mai avec Natacha Chetkouti et Arnaud Seven qui sera là pour animer cette conférence sur un sujet qui va tout à fait dans le sens de ce que nous avons dit ce soir, qui va continuer notre réflexion. Éduquer pour choisir son genre et ou son orientation, est-ce possible ? Alors, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube Santé sexuelle pour tous, pour ceux qui ne sont pas en direct avec nous. Et aussi, vous procurer le premier livre donc, des conférences 2017, Santé sexuelle pour tous, sur Internet aux éditions Complicité. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Merci.